Bonjour à tous, du coup, bienvenue à ce webinaire. Je vais me présenter, hein, Samy Chiti, responsable communication et marketing au sein d'Helios. On va aujourd'hui parler donc d'inclusion et d'accessibilité au travail et plus précisément, quelles sont les solutions pour les LPCistes. Aujourd'hui, j'ai un beau casting, donc on va inviter je vais inviter tout le monde à se présenter. Je vais déjà présenter ma collègue, peut-être Tina. Tina qui est responsable du pôle LFPC et codeuse depuis combien de temps? Du coup, j'ai plus la date en tête. Je suis codeuse depuis une douzaine d'années. Voilà, c'est bien ça. Et du coup, je suis accompagné également de Emmanuel Aboaf, développeuse chez Vcube, c'est ça? Dcube. Non, Dcube. c'est plus des hymnes. Je suis entrée chez Chaudot depuis 2 mois maintenant. Ok. Bon, comme ça, au moins, c'est fait. On a le nouveau poste. Félicitations pour ce nouveau poste. Merci, merci. Et du coup, de Thomas Van de Kerkhoff, si je prononce bien, c'est bien comme ça normalement, qui est du coup manager à Safran Aircraft Engines. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Parfait. Je propose peut-être pour celles et ceux qui connaissent pas qu'on fasse une brève introduction sur qu'est-ce que le LFP, qu'est-ce que la LFPC, qui sont les LPCistes, et du coup, je pense que la meilleure personne, c'est peut-être Tina pour faire tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Tina qui va vous présenter un peu brièvement qu'est-ce que la LFPC. Parfait, merci beaucoup Samy. Donc la LFPC, c'est la langue française parlée complétée. On parle aussi de code LPC parfois, mais aujourd'hui on préfère utiliser le terme de langue française parlée complétée. C'est un mode de communication qui permet de rendre visible la langue française pour les personnes sourdes. Qui utilisent ce mode de communication-là. C'est un complément à la lecture labiale, donc c'est bien de la langue française donc, on va parler en langue française et à côté du visage, on va rajouter la main, comme vous voyez Emmanuela qui est en train de le faire en même temps que je vous parle. Chaque position de la main représentant un son et permettant de compléter la lecture labiale pour la rendre lisible à 100% pour les personnes sourdes. Donc, c'est indissociable de la lecture labiale et c'est vraiment un système gestuel et phonétique pour le français. Donc, c'est un code qui existe dans d'autres langues et qui est adapté d'une méthode américaine au départ, qui s'appelait le Cued Speech. Mais aujourd'hui, voilà, ça existe dans une soixantaine de langues et en tout cas pour la partie la partie française, ça s'appelle donc la langue française parlée complétée. Donc voilà, merci pour cette introduction, Tina. Je précise du coup, hein, on voit qu'on a Emmanuela aujourd'hui qui est codeuse et Sacha qui nous accompagne avec Séverine également pour tout ce qui est interprétation en langue des signes. On a également un lien pour tout ce qui est transcription, du coup qui devrait être ajouté dans la conversation normalement ou si ça n'a pas été fait. Du coup, comme ça, vous pourrez également suivre sur le côté transcription. Voilà. Je propose qu'on commence sur cette première partie. En première partie, pour nous, ce qui nous paraissait intéressant, c'était comprendre un peu les enjeux en termes d'accessibilité pour les personnes sourdes, notamment au travail. On imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, hein. Il y a des enjeux de communication, que ça peut être, enfin, pour la formation, pour tout ce qui est technologie, adaptation de postes de travail. Enfin, les sujets sont larges. Et du coup, moi, je me posais la question, par exemple, enfin, Emmanuel, toi, si tu devais cibler un enjeu, quel a été le principal enjeu quand tu as intégré ton entreprise ou tes anciennes entreprises? Et l'idée, ce serait un peu d'avoir un peu un retour d'expérience. Merci, Samy. Effectivement, ça fait 10 ans, je suis sur le marché du travail, un peu plus de 10 ans. Je suis développeuse et donc j'ai vu toutes sortes de situations. Mon principal besoin, c'est d'avoir une odeuse ou une transcription de l'écrit pour suivre les réunions comme tout le monde, parce que je suis sourde, suivre les réunions, c'est souvent un peu compliqué, surtout quand il y a beaucoup de personnes. Donc, je suis en tête-à-tête ou 3 personnes maximum, voire 4, c'est vraiment ma limite. Là, je peux m'en sortir.
Mais au-delà, ça devient très compliqué de suivre les réunions parce qu'il y a souvent beaucoup de ping-pong, beaucoup d'échanges, les personnes parlent très vite, ils ne font pas d'efforts, ils oublient vite ma solidité. Et donc, j'étais constamment, sans cesse en train de les interrompre, de leur répéter et de parler moins vite. Et du coup, ça cassait un peu les échanges et les ambiances. Et aussi, ça se paierait aussi, je les interromps aussi souvent de devoir répéter à chaque fois. Et depuis, j'ai un service qui m'aide à suivre des réunions, les échanges sont beaucoup plus fluides et ça me permet vraiment de suivre des réunions sans j'interromps rien, parce que vraiment, c'est pour vous donner un exemple. Il y a quelques années, dans l'ancienne de mes entreprises, j'étais jeune junior, j'avais demandé à avoir une codeuse pour mes réunions. Et on me disait, mais non, tu n'en as pas besoin, tu entends bien et tu parles bien parce que, voilà, tu lis sur les lèvres et tu entends bien. Et moi, j'avais beau leur répéter, oui, j'entends bien et je parle bien, mais ce n'est pas suffisant pour moi de suivre les réunions parce que j'avais la sensation de louper beaucoup d'informations et de devoir répéter et mes collègues répètent, de s'adapter. Enfin, ça me demandait beaucoup d'énergie et de charge mentale pour pouvoir suivre des informations. Et j'avais la sensation de rater pas mal de choses. Donc, c'était comme ça pendant un temps. Et au bout d'un moment, mes managers me disent, bon, il va y avoir un séminaire de 2 jours. Il faut que tu y sois. Et moi, j'aurais dit, non, je ne peux pas suivre les échanges pendant 2 jours sans aide. 2 heures, or ça va, mais 2 jours, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, de fatigue. Et là, c'est justement Tina qui est entrée en jeu à cette époque-là et donc est venue au séminaire parce que mes managers, ils ont compris, ils ont accepté enfin de faire venir un. Et là, ils m'ont pas du tout reconnu. Ils me disent, mais tu participes davantage, tu poses des questions pertinentes, voilà, tu es beaucoup plus vive, voilà. Bah, forcément, sans accessibilité, j'ai du mal. Alors, et avec l'accessibilité, ça change tout. Et donc, j'avais plus besoin de faire répéter qui ce soit. J'avais toutes les informations à ma disposition. Et à la fin de la réunion, j'étais en forme parce que j'avais le LED pour m'aider. Et sans accessibilité, en fin de journée, j'étais tellement crevée. Le temps d'assimiler les informations, je ne posais plus de questions. Donc là, mes managers, ils ont vu tellement la différence, en disant, mais c'est fou. Et Tina en a profité pour faire la sensibilisation. Elle leur disait tout ce que je leur disais depuis des années. Et c'est là que c'est fait, et d'où l'importance d'avoir une sensibilisation. On va en parler d'ici quelques instants, je suppose. Donc, ouais, avoir l'accessibilité, ça change tout. Ouais, là, c'est vrai que là, c'était vraiment un cas vraiment de communication où là, la communication, elle était rompue. Et du coup, avoir la présence d'une codeuse via nos solutions ou même en direct, comme tu l'as dit pour un séminaire, là, on voit vraiment que du coup, ça t'ouvre une porte et ça te permet aussi de participer, de vraiment être une partie prenante d'une équipe ou d'une entreprise. Plutôt que d'être laissé à l'écart. C'est vrai que quand on peut pas communiquer ou comme tu le disais, il y a aussi toute cette charge mentale, cette fatigue où tu dois t'adapter, où tu n'as pas les bons outils et forcément c'est très très fatigant au quotidien. Tout à fait. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que c'était l'importance d'avoir un atelier de sensibilisation. Et mes managers, eux aussi, ils ont compris. Depuis ce jour-là, j'ai eu ou 2 à chaque fois, j'en ai eu besoin. Donc, c'est vrai qu'en commence dans ce métier, on n'est pas vraiment en nos droits et on a peur de déranger en faisant intervenir quelqu'un. Et en fait, il ne faut pas. Ouais, il faut pas. C'est souvent le cas, c'est vrai. Et du coup, toi, Thomas, si tu avais le principal enjeu que tu as eu quand tu as intégré, par exemple, Safran, c'était lequel? Bonjour à tous, merci Samy. Je suis Thomas, manager chez Safran Aircraft Engines pour et je vais bientôt entamer ma 9e année d'expérience.
Je suis prof de naissance et suis équipé de prothèses auditives. Je suis ravi d'être ici et de partager mon expérience professionnelle. Lorsque je suis arrivé chez Safran, le principal défi auquel j'ai été confronté était celui de surmonter les barrières liées à ma surdité. Mhm. Comme tout nouvel employé, m'intégrer dans un environnement professionnel exigeait une adaptation spécifique pour assurer une communication efficace. Cela impliquait notamment de sensibiliser mes collègues et mes supérieurs à mes besoins spécifiques en matière de communication, c'est-à-dire pour pouvoir téléphoner, participer aux réunions, parce que Safran, c'est une entreprise très dynamique, donc ça abuse partout, tout le monde vient me parler, Gab, ou de réunions. Grâce à l'ouverture et à la collaboration de mes collègues et à l'utilisation de technologies et de méthodes de communication adaptées, j'ai réussi à surmonter ce défi initial pour m'intégrer complètement au sein de l'entreprise. Oui, c'est vrai que bah, c'est très intéressant parce qu'on a, enfin, que ça soit les entendants ou les personnes sourdes ou malentendantes, quand on arrive dans une entreprise, c'est déjà un défi. On doit s'adapter à un nouvel environnement, à tout ça. Donc, on a tous ces problèmes-là. Et puis là, on se rend compte avec ton expérience, Thomas, que bah, il y a forcément aussi toutes ces barrières de communication, ces barrières au niveau de l'échange, des fois au niveau même de l'intégration, hein. On peut échanger, notamment, hein, on parlait des enjeux, il y a quelquefois aussi des formations, parce que quid des formations, des fois on peut les faire, mais comment est-ce qu'elles sont accessibles? Je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez déjà eu des cas où des formations étaient, bah, par exemple, pas accessibles, où vous avez dû un peu batailler pour avoir cette accessibilité, pardon. Emmanuel, par exemple, toi, ça t'est déjà arrivé? Oui, en fait, pendant longtemps, je n'ai pas osé avoir une formation parce que je savais que pour demander une formation, il faut un budget pour la formation et un budget pour l'accessibilité. Donc, sachant que le budget pour l'accessibilité, des fois, c'est plus cher que le budget pour la formation elle-même. Et donc, pendant longtemps, j'avais hésité à demander une formation. Et dans mon métier, je suis développeuse, la technologie est un secteur qui est innovante, qui évolue sans cesse. Et donc, il faut savoir faire de la veille, suivre des formations, apprendre des nouveaux langages, des nouvelles technologies régulièrement. Et c'est vrai que moi, j'avais eu peur, enfin, à l'époque, j'avais eu peur de demander une formation. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas que tout le budget de l'accessibilité est vraiment pris en charge par la GFIP. Et donc, pendant des années, maintenant, je le sais, mais quand j'étais jeune junior, je n'étais pas au courant de mes droits, de ce que j'avais droit. Il faut savoir que j'ai toujours été dans des petites entreprises, donc je n'ai pas de référent handicap ni de mission handicap. Et donc, les DRH, souvent, je suis en contact, ne connaissent pas forcément du handicap. Et je suis souvent la première personne handicapée à être embauchée. Du coup, connaître les démarches n'est pas toujours évident. Donc, j'ai appris sur le tas. Et c'est toujours le budget est toujours une contrainte. Et un jour, moi, je me suis dit, mais je ne peux pas rester là. Comment je fais? Du coup, avant de demander à mon entreprise, j'ai demandé à l'organisme qui dispensait une formation. Donc, en l'occurrence, ma première formation, c'était sur l'accessibilité numérique. Donc, j'avais demandé à l'agence ACS42 s'il était possible de rendre accessible leur formation. Et donc, ils se sont renseignés de leur côté. Ils me disent oui, c'est possible, à condition qu'il y ait plusieurs personnes pour pouvoir financer l'accessibilité. Et une fois que ça a été favorable, j'ai dit à mes collègues sourds qui étaient développeurs, m'a dit écoute, j'ai réussi à avoir une formation accessible. Est-ce que tu veux venir en profiter comme ça? Je ne serai pas toute seule, en profiter, mais plusieurs.
Et donc, on était deux à en profiter. J'étais contente parce que au moins, ça lui servait à d'autres personnes aussi, avoir une formation. Lui aussi, il me disait, mais suivre des formations accessibles, c'est vraiment un parcours de combattant. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je connais pas mal de collègues sourds dans entreprises. Ils me disent qu'eux aussi, ils ont beaucoup de mal à avoir des formations accessibles parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Et du coup, ils voient leurs collègues évoluer, mais pas eux. Et donc, c'est crée vraiment une sensation de frustration. Alors Oui, qu'il ne faudrait pas. L'accès à la formation est un droit, tout comme l'accessibilité. Et c'est vrai, je sous-estime la pertinence d'accès à l'information et à l'accessibilité. Oui, totalement. On en revient aussi un peu à ce qu'on disait, c'est que la surdité, déjà, c'est des profils très larges. Donc, on a des sourds profonds, donc comme Thomas et toi, Emmanuel, aujourd'hui. Puis, on a des malentendants, on a des devenus sourds. Du coup, on a vraiment de tout un peu dans la surdité. Et du coup, ben, effectivement, il y a des barrières qui sont peut-être des fois plus fortes pour des cas de surdité où, effectivement, des fois l'accès à la formation, l'accès je sais pas, à des promotions, à des postes, à plein de choses, du coup, sont beaucoup plus dures pour des personnes sourdes. Et enfin, on a des petites statistiques. Enfin, par exemple, enfin, il y a des études qui avaient été faites et qui montraient que, par exemple, 54% des sourds profonds avaient, enfin, seulement 54% occupaient un emploi. C'est quand même très faible. On se rend compte que c'est un peu plus élevé pour les malentendants parce que c'est très certainement des personnes devenues sourdes. Mais du coup, par exemple, ces chiffres-là, comment vous les expliquez? C'est principalement dû à l'accès à l'emploi ou c'est vraiment plus large que ça? C'est beaucoup plus large que ça parce que la surdité est un handicap invisible. Et donc, en règle générale, une personne sur 6 est handicapée en France, donc ça représente quand même 12 millions de personnes handicapées. Et rien que le mot handicap, c'est un mot quand même assez tabou dans le milieu. Donc, on a une méconnaissance sur le sujet, sur le handicap en général, plus particulièrement la surdité. Il y a quand même 6 millions de personnes sourdes et malentendantes qui ont une surdité, plus ou moins profonde, légère, moyenne, enfin une très grande palette de surdité. Et il y a vraiment un manque de sensibilisation autour de ce sujet-là. Et c'est vrai, ces chiffres dont vous me citez, Sammy, ça ne me surprend pas du tout. C'est vraiment l'accès à l'emploi et aussi l'accès aux formations. C'est vraiment un parcours de combattant parce que l'accessibilité est vraiment un budget. Comme je disais, malheureusement, on en revient toujours aux contraintes financières parce que c'est de ça il s'agit, de pouvoir accéder à des formations, pouvoir évoluer dans notre poste, parce que j'en ai pas mal qui n'ont pas pu évoluer leur poste parce qu'ils n'ont pas pu être formés, tandis qu'ils ont vu leurs collègues entendant évoluer et donc avoir des promotions. Et c'est rare. Et évidemment, sans formation, sans évolution, on reste toujours au même stade pendant des années et ça peut engendrer malheureusement des burn-out ou des burn-out. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Oui, totalement. C'est vrai que, enfin, on oublie en fait que les impacts que ça peut avoir, effectivement, le manque d'accessibilité au travail, que ça soit pour des burn-out ou pour, bien évidemment, juste des promotions, refusées parce que, du coup, on n'est juste pas considéré parce qu'on n'a pas pu intervenir, on n'a pas pu être mis en avant. Et c'est souvent la difficulté, hein. Et toi, Thomas, comment tu le perçois en fait ce décalage entre l'emploi de personnes sourdes profondes et l'emploi de personnes malentendantes? Je pense que ce décalage peut être attribué à plusieurs facteurs. En tant Mhm. que personne surde, je suis conscient que la surdité présente un spectre diversifié avec plusieurs niveaux de perte auditive, ce qui Oui, peut influencer l'accès à l'emploi. Les sourds profonds font plus souvent face à des défis plus importants en matière de communication ou d'accessibilité. Donc, si on parle
en termes de communication ou accessibilité en termes de coûts financiers, puisque c'est proportionnel aux difficultés que ça engendre en matière de communication. Les barrières linguistiques et culturelles peuvent limiter les opportunités professionnelles pour les personnes sur une profonde nécessite des ajustements et des investissements plus importants de la part des employeurs pour favoriser leur intégration. Les malentendants ou les sourds moyens sévères peuvent bénéficier de solutions plus simples pour faciliter leur intégration professionnelle. Alors, c'est mon point de vue personnel, mais je ne connais pas très bien ce modèle-là. Donc, je préfère pas trop me prononcer pour eux. Mais en tout cas, il faut une communication plus aisée, des technologies d'assistance et des adaptations plus raisonnables. De plus, la sensibilisation, l'accessibilité et les politiques d'inclusion varient d'une entreprise à l'autre. Par exemple, dans une PME, tu n'auras pas le même budget qu'une entreprise de carotte comme dont fait partie Safran et Kraft Heinz. Les entreprises y offrent je comprends. Les entreprises y offrent des aménagements raisonnables, c'est plus à attirer et à retenir les talents, quel que soit leur niveau de personnalité. Il importe de souligner la diversité des expériences et des compétences au sein de la communauté sourde malentendante et vaste. Chaque personne peut apporter une contribution significative à un lieu de travail, à ses activités, si la personne bénéficie effectivement d'un environnement adapté à ses besoins spécifiques. Oui, totalement. C'est vrai que il faut quand même faire cette différence entre les petites entreprises, les PME et du coup les grandes entreprises qui ont quelquefois peut-être plus de ressources pour pouvoir peut-être offrir plus. Ils ont des budgets des fois conséquents. Tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, toi dans des PME, tu n'as jamais eu de référent handicap ou de personnes qui avaient, on va dire, une connaissance pointus sur le sujet de la surdité ou qui ont déjà eu des expériences avec des personnes sourdes. Parce que, d'ailleurs, je crois que c'est ton cas également, Thomas. À ton arrivée à Safran, tu avais un manager qui t'a accompagné quand même un peu dans ton évolution, non? C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça s'est passé en 2018 lorsque j'ai eu ma première mobilité au sein de l'entreprise. Le manager, il était il était très sensible à mon inclusion au sein de l'équipe. Pour nous, c'était important que je me sente bien, que je puisse communiquer avec les collègues. Donc, en premier lieu, il s'est renseigné sur les moyens d'accessibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il s'y connaissait mieux que moi. Moi, par exemple, je ne savais même pas où ça se servait le ROTF. Je ne savais même pas où ça existait une ZAD tout ça à l'époque. C'est lui qui a fait tout pour moi. De plus, tu es un ingénieur ergonome. On a discuté avec un ingénieur ergonome pour voir, par exemple, où est-ce que je peux être placé dans l'open space, parce qu'un open space, une personne sur ne peut pas être placée n'importe où. Il faut qu'elle soit pas autre jour vis-à-vis de son interlocuteur. Donc, ça implique de le placer dans des endroits précis. De plus, on avait à l'époque, il y avait des oiseaux entre chaque bureau et c'était pas pratique pour communiquer avec mes collègues. Et enfin, on a échangé, on a sollicité Tadeo et Ilnus pour ils nous présentent leur outil, leur logiciel, et on a fait un petit comparatif en interne. Puis c'est comme ça qu'on a choisi la solution. Je ne vais pas le dire. Donc, je ne vais pas le dire. Voilà. Je voudrais rejoindre sur l'avis de Thomas. C'était important de savoir ce bien s'était passé parce que j'ai eu des cas où j'étais de dos face à mes collègues et ils m'appelaient derrière mon dos et je ne les entendais pas.
Du coup, ça posait problème en termes de communication. Je les entendais, alors en fait, ils parlaient dans le dos. Ou alors, ils voulaient m'appeler et me mettaient un petit tape dans le dos et ça me faisait sursauter constamment. Ça me faisait peur de créer des crises cardiaques. Donc, c'est vrai, on sous-estime l'importance de l'aménagement du bureau. Et je voudrais compléter aussi les open space. Souvent, c'est un facteur de fatigabilité parce que les appareils auditifs et les implants oculaires amplifient tout l'environnement sonore autour. Et donc, moi, j'entendais le moindre personne qui tapait sur l'oreiller ou qui était au téléphone constamment. Beaucoup de bruit parasite qui me gênait énormément. Et je me suis amenée à éteindre tout le temps mes appareils parce que je n'en pouvais plus de ces bruits parasites. Oui. Et finalement, avec mon médecin du travail, on a trouvé un compromis après la pandémie de faire un mix télétravail et open space pour pouvoir être moins fatigué avec les transports et l'open space. Donc, vraiment, ces choses-là, c'est mettre en place avec la GFIP et évidemment le médecin du travail pour s'assurer l'aménagement du bureau et vous soit adapté en fonction de votre handicap. Bah, totalement. Bah, là, la transition, elle est toute trouvée. J'ai vu qu'on avait une question également sur tout ce qui était fonctionnement et les solutions de financement de la GFIP. Donc, la GFIP, on va peut-être présenter brièvement ce qu'est la GFIP. Donc, on a côté AGFIP pour tout ce qui est entreprise et on a le FIP pour tout ce qui est organisme public. Donc, c'est des organismes, et puis peut-être que Emmanuel et Thomas pourront compléter ensuite, hein. Mais c'est des organismes donc, qui permettent donc aux personnes handicapées, hein, sourdes en l'occurrence pour notre cas, d'avoir accès à de l'adaptation de postes de travail. Donc la mise en place de solutions comme les nôtres. Donc des solutions comme les nôtres, ça va être donc Helios Entreprises. Donc l'Helios Entreprises, c'est une solution destinée à l'accessibilité au travail. Donc ça va permettre de faire appel à des interprètes comme ici on le voit, ou des codeuses comme on le voit également, ou des transcripteurs ou transcriptrices de l'écrit. Du coup, pour tout ce qui est accès aux réunions, téléphone également, parce qu'au même titre que nous entendants, les personnes sourdes ont également besoin ont le droit de pouvoir utiliser un téléphone. Et du coup, notre solution Helios Entreprises, voilà, elle est destinée à solutionner ce problème-là d'accessibilité. Voilà, donc ça peut être pour des brefs échanges entre collègues, ça peut être pour des réunions, ça peut être pour des appels téléphoniques. Et du coup, la GFIP ou le FIP prend en charge ce type de solution, mais également, je pense, par exemple, Emmanuel, pour tout ce qui est séminaire, tout à l'heure, tu en parlais, la GFIP peut prendre également en charge ce type de prestations, c'est-à-dire des prestations qu'on appelle en jargon sourd en pot, c'est-à-dire en présentiel. Donc voilà. La GFIP et le FIP, voilà, il y a tout un tas de cadres et le montant en fait va varier en fonction de la situation. Je crois que ça va varier en fonction du mode de communication, ça va varier en fonction du poste, des fois peut-être même de la région. Du coup, les montants et les financements accordés aux entreprises peuvent varier. Donc, moi, ma question, par exemple, Emmanuel et Thomas, vous avez découvert la GFIP comment? Via votre travail, via votre manager, ou vous étiez déjà au courant, vous connaissiez déjà ces systèmes-là? J'ai débuté, je connaissais déjà la GFIP de nom parce que mon père m'avait sensibilisé à ces problématiques-là et il tenait à cœur de mon avenir. Donc, il s'était investi dans ma scolarité et dans ma vie professionnelle et il voulait s'assurer que sa fille ait un meilleur avenir. Donc, il s'était renseigné sur les possibilités qu'il y avait. Et même, il s'est investi au sein de la GFIP en tant que vice-président pendant une année ou deux, je ne sais plus, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de possibilités de prise en charge. Mhm. Et c'est vrai, quand j'ai débuté, j'avais la UTH et tu avais oublié, Samy, de préciser pour obtenir ces aménagements de poste. Au sein de la GFIP et la FIP, il faut avoir le statut de RUTH ou la BOTH qui est bénéficiaire pour l'obligation de l'emploi.
Et donc, avec la BOTH, on a une carte mobilité inclusion où on reçoit une allocation un PCH ou LH, on peut prétendre aux aménagements de poste. Et donc, quand j'ai débuté, je me disais, ouais, bon, j'ai la RQTH, mais je ne savais pas trop à quoi ça me servait. Hein. C'était pour pouvoir être revenu travailleur handicapé. Et mon premier boulot, c'était pour le OTA, parce que c'est un double tranchant, parce que c'est bien qu'il y ait mis en place le montant de OTA de 6% pour les entreprises, pour pouvoir embaucher des personnes handicapées et les maintenir dans l'emploi. Mais en même temps, il y a une contribution financière si on ne respecte pas les 6%. Et à l'époque, on pensait que les personnes handicapées n'avaient pas de compétences, donc on les embauchait et comme ça, on n'avait pas de contribution annuelle à payer. Donc, on les embauchait et puis voilà, on ne les formait pas, on les mettait de côté. Et oui, il y avait les structures ETH qui servaient justement à dire, voilà, oui, j'ai bien une personne handicapée dans mon entreprise. J'ai vite, heureusement, quitté cette entreprise parce que je ne voulais pas être considérée en tant que personne handicapée et je voulais être considérée comme développeuse de par mes compétences parce que nos compétences comptent. On a fait des études pour ça et on veut travailler comme tout le monde. Donc, l'avantage d'avoir la UTH et la BOTH, c'est pouvoir mettre en place des aménagements de poste. Et pour répondre à votre question, donc, je ne savais pas à l'époque, mais quand je suis entrée dans mes deux dernières entreprises, j'ai découvert les rouages et parce que je suis dans des petites entreprises, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de référent handicap ni de mission handicap, donc j'ai appris sur le tas comment ça se passait et donc il fallait remplir des formulaires pour dire voilà, j'ai besoin de l'aménagement de poste et durée, combien d'heures et pour quel contrat. Et donc, moi, à chaque fois, c'était un contrat de 3 ans avec SFIP pour dire voilà, Emmanuel, pendant 3 ans, a droit à tel besoin d'aménagement de poste. Et ça, c'est renouvelable hein, chaque année, tous les 3 ans. Et donc, ça s'appelle la renaissance de l'odeur handicap, je crois. C'est grâce à ça qu'on a tout un tas, parce qu'il y a plusieurs. C'est la paperasse administrative en France. Souvent, c'est très compliqué, mais c'est comme ça. Je sais pour ma situation, ça diffère selon pour d'autres situations. Et donc, vraiment, il faut travailler avec toutes les instances, avec la GFIP et un emploi, parce qu'il a un rôle à jouer, tu es en direct avec les DRH et le médecin du travail qui valide, oui, tu as bien besoin de ces choses-là. Et pour avoir la UTH et la BOTH, il faut solliciter la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes handicapées, pour nous fournir ces statuts-là. Et alors là, il faut remplir tout un tas de formulaires pour justifier notre handicap, justifié par les ORL, les médecins, prouvant bien notre handicap, il n'évolue pas. À l'époque, on devait sans cesse justifier tous les 10 ans, tous les 15 ans, ouais, voire 20 ans. Et maintenant, heureusement, on peut attribuer à vie parce que c'est un handicap définitif, à moins d'aller à Lourdes, ça n'évolue pas. Donc voilà, c'est vraiment c'est des choses, ça peut être compliqué à mettre en place et c'est pour ça que c'est important de mettre en place des formations auprès des DRH, des référents handicap, des missions handicap sur l'importance de la mise en place des aménagements de poste auprès des instances. Oui, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'RQTH parce que Thomas, tu disais que ton manager t'avait aidé à justement sur ces démarches-là. Et j'ai aussi des petites statistiques et les statistiques, je crois que c'est inférieur à 10%, hein, je crois que c'est proche des 7 ou 8% seulement de personnes sourdes profondes qui ont fait cette RQTH. Du coup, tu l'expliques, Emmanuel, très certainement par le manque d'informations, comme tu le disais tout à l'heure dans tes propos. Et toi, Thomas, du coup, avant d'arriver à Safran, c'est vraiment en arrivant à Safran que tu as fait ce travail-là. Tout à fait.
Je n'avais même pas la connaissance de la RQTF avant d'arriver à Safran. J'avais fait le dossier, vous savez, le dossier qu'on a fait à la MTPS et la MTPS, nous avons tous les documents nécessaires pour l'accessibilité, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Certaines personnes peuvent, je veux dire, je réponds à ta question sur le taux d'handicapé, le taux reconnu comme travailleur handicapé. Certaines personnes peuvent ne pas se considérer comme handicapées ou ne pas ressentir le besoin de se faire reconnaître comme ou travailleur handicapé à raison de la nature invisible de leur handicap. La surdité, c'est un handicap invisible. Vous croisez une personne dans la rue sourde, vous l'approchez, vous lui parlez normalement, avant de vous rendre compte que cette personne elle est sourde. C'est cette nature invisible de handicap. Je complète. Il existe aussi des défis liés à la compréhension des procédures administratives pour obtenir une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Je pense que tout le monde connaît le fameux dossier à envoyer à la MTPF. Il est très compliqué. Il y a beaucoup de pages. Il faut aller voir le médecin traitant l'URL. Je pense que tout le monde n'a pas connaissance de ces procédures-là. Et en effet, ces procédures-là peuvent engendrer des obstacles lorsqu'il s'agit de démontrer leur handicap. De plus, j'ajoute ou la stigmatisation associée au statut de travailleur handicapé de certaines cultures professionnelles ou sociales peut dissuader les individus de se déclarer comme tels par peur de discrimination ou de préjugés au sein de leur milieu professionnel. Il est crucial de sensibiliser davantage et d'informer sur les bénéfices et les droits liés à cette reconnaissance de travailleurs handicapés afin de promouvoir des politiques et des environnements de travail inclusifs pour encourager une plus grande déclaration et reconnaissance des humains en tant que travailleurs handicapés. Oui, totalement, hein. Du coup, on rebondit. Il y a une question très très intéressante qui est sur le chat. Euh, et on voit en fait que, par exemple, toi, Thomas, quand tu es arrivé, bon, tu as découvert un peu tout ça, donc tu as fait tous ces dossiers-là, etc., etc. Et la question ici qui est dans le chat, c'est comment faire pour que les employeurs en fait anticipent ces besoins. Parce que moi aussi, j'étais très surpris que à l'embauche, parce que ben, vous êtes souvent identifié dès l'embauche en tant que personne sourde, mais comment ça se fait que ben, du coup, ces besoins ne soient pas pris en compte dès que vous arriviez dans l'entreprise? Ils sont pas pris en compte parce qu'effectivement, il y a un dossier à monter, que ce soit auprès de la GFIP, auprès du FIP ou autre. Du coup, effectivement, il y a la barrière de communication aussi. Et il y a aussi ce que tu disais aussi, peut-être, Thomas, le fait que les personnes sourdes, bah, des fois, ne souhaitent pas se déclarer comme handicapées. Il y a aussi ces sujets-là. Mais vous, vous en pensez quoi? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez du fait que vous arrivez dans une entreprise et ben, du coup, il y ait pas déjà toutes ces solutions, des fois, il faut tout refaire de zéro, souvent, etc., etc. Oui, moi je dirais, c'est vrai, recommencer à zéro à chaque fois on change d'entreprise, c'est vrai souvent en battant parce qu'il y en a qui ont peur de changer d'entreprise parce que justement ça nécessite de devoir recommencer la paperasse, de redire, de refaire l'atelier de sensibilisation, de redire au manager, voilà, de tout faire ça. Et pour ma part, quand je vais en entretien, je dis toujours que je suis sourde à l'entretien pour éviter qu'il y ait des surprises parce que je connais des personnes qui préfèrent pas le dire à l'entretien et déclarent leur handicap à l'arrivée. Et ça prend tout le monde au dépourvu. Et alors, ça se prépare bien avant l'arrivée, hein, ça se prépare dès au moment où on signe le contrat de travail. C'est vraiment c'est important de préparer à l'avance parce que
parce que remplir les papiers et avoir l'approbation des instances, ça prend en général entre 3 et 6 mois selon les villes, selon les instances, selon les situations, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment important d'aborder en entretien. Pas forcément tout de suite en entretien, d'abord se présenter qui on est, expliquer son parcours, et à la fin de l'entretien, moi je dis toujours, voilà, je suis sourde, mais ne vous inquiétez pas, il y a des aménagements qui sont possibles chez Tadeo, chez Elieu, chez voilà, tout un tas de solutions qui me permettent de suivre les réunions avec tout le monde, de sentir rassuré. Mon interlocuteur et les équipes avec qui je vais travailler, voilà, de savoir qu'il y a des choses qui sont mises en place. Après, c'est vrai, ça peut rebuter certaines personnes vu la lenteur de l'administration, la paperasse à faire et tout ça, donc c'est parfois un peu compliqué. Et souvent, il y a une réelle discrimination à l'embauche. Ça, il faut le dire, hein, ça existe, malheureusement, c'est interdit par la loi, bien sûr, mais il existe parce que, comme je l'ai dit, il y a vraiment une méconnaissance vis-à-vis du handicap, vis-à-vis de la surdité. Donc, ils pensent qu'avoir une personne handicapée, ça engendre des problèmes, voilà, ça va compliquer la situation, ça va pour plein de raisons. Or, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, et vraiment, c'est important d'être transparent. Je ne dis pas mettre RUTH sur son CV tout de suite, parce que systématiquement, il y a un biais qui fait qu'on écarte plus facilement les CV avec RUTH que sans. Mais vraiment, d'être transparent, d'informer le futur employeur de son handicap pour qu'il puisse se préparer tout de suite dès la signature de contrat et que ça soit prêt à l'arrivée. Pour ma part, j'ai changé d'entreprise, donc je suis arrivée il y a 2 mois. Et donc, il y a 6 mois, je dis, voilà, je suis sourde, mais j'ai des aménagements qui sont possibles. Et mon DRH, il m'a dit, franchement, ici, on ne sait rien, mais il ferait tout pour que je sois bien accueillie. Et effectivement, dès mon arrivée, j'ai pu avoir Tadeo, qui est en de IOS. Il y a un marché, il y a de la place pour tout le monde, bien évidemment. Et c'est fait, voilà, je me suis sentie tout de suite accueillie et on a pris en compte mes besoins rapidement, et ça fait plaisir parce que ça prouve qu'il y a une réelle volonté de l'intégration de leur part, et puis je puisse m'intégrer plus facilement auprès de mes nouveaux collègues. Oui, totalement. On avait cette question, du coup, merci d'y avoir répondu, Emmanuel, hein, sur qu'est-ce que Tadeo. Le FIP, du coup, c'est FIFPH. Du coup, c'est tout simplement le pendant en fait de l'AGFIP, mais pour tout ce qui est organisme public. Donc, pour des sourds qui travaillent dans des mairies, par exemple, il ne faut pas passer par l'AGFIP pour leur dossier d'aménagement de poste de travail, mais plutôt par le FIP. Donc, on va dire c'est la même chose, c'est juste si vous êtes une entreprise publique ou privée. Du coup, voilà. Moi, je voulais juste rebondir, si c'est possible, Samy, sur ce que tu viens de dire, Emmanuel. Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est que toi, tu as pu être vraiment bien informé de tes droits et des solutions qu'on peut mettre en place. Et aussi, tu étais bien au clair sur tes besoins. Et je pense que ça, c'est un vrai plus. Et c'est aussi ce qu'on peut conseiller aux personnes sourdes ou qui ont un handicap quelconque, c'est de bien cibler ses propres besoins, de ne pas hésiter à les demander. L'accessibilité est un droit, donc en partant de ce principe-là, ça permet de bien se renseigner sur ce qu'il nous faut pour bien réussir dans la voie professionnelle. Et je pense que du coup, toi, quand tu es arrivé en entretien avec à la fois tes besoins qui étaient bien clairs, donc l'employeur n'avait pas de surprise derrière, tout était bien clairement défini. Et puis, tu es arrivé tout de suite aussi avec la solution et les outils qu'il te fallait pour bien t'épanouir dans ton boulot. Et ça, je pense que c'est un vrai bonus en fait à présenter à l'employeur. Et ce regard-là d'oser parler clairement à la fois de ton handicap et de tes besoins, je pense que c'est hyper important.
Tout à fait, parce qu'il faut savoir, quand j'ai débuté, je ne savais rien de tout ça, hein, j'ai appris sur le tas. Et je trouve que c'est important de sensibiliser non seulement les entreprises, mais aussi les employés handicapés sur leurs droits, parce qu'il y a quand même non seulement une naissance de la part des employeurs, mais aussi des employés. Donc, vraiment, oui, il y a des sites qui sont faits pour ça, mais tout le monde ne sait pas vraiment. Et je pense qu'il y a un réel travail à faire de sensibilisation de tous les deux côtés. Oui, totalement. On en revient du coup à la question qui est également posée dans le chat, hein, sur la GFIP, en gros, ne devrait-elle pas se faire plus connaître des entreprises via des spots publicitaires? On est totalement d'accord. En fait, on sait qu'il y a cette méconnaissance, hein, auprès des entreprises, auprès même des personnes sourdes, hein, sur leurs droits, hein. On vient d'en parler juste maintenant. Donc effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation. D'ailleurs, enfin, nous, Tina, je pense que tu peux compléter également cette partie-là, mais quand on délivre une solution, hein, que ce soit la solution Helios Entreprise ou la solution Helios Connect, ces solutions-là sont toujours accompagnées de formation et de sensibilisation, parce que c'est quand même quelque chose de vital, hein. Oui, oui, complètement. C'est tout aussi important. Et d'ailleurs, Emmanuel l'a bien rappelé en introduction de son témoignage, le jour où j'étais allée coder ce fameux séminaire qui a changé le regard de ses collègues. En fait, Emmanuel, elle parlait de ses besoins depuis longtemps, mais ils n'étaient pas entendus. Et parfois, de les entendre d'une autre personne qui est un professionnel de la surdité, ça permet aussi que à ce moment-là, ce soit entendu. C'est clairement dommage qu'on ait besoin d'attendre qu'un professionnel de la surdité arrive, mais en tout cas là, ça s'est passé comme ça, et c'est vrai, comme a dit Emmanuel, j'avais eu l'occasion à ce moment-là de sensibiliser sur la surdité, sur ce qu'est la LFPC, ce que ça peut apporter, et effectivement, ils ont vu en direct les bénéfices sur la productivité d'Emmanuel, sur son confort, sur sa baisse de fatigue. Enfin voilà, vraiment, c'est des effets très très concrets. Donc l'entreprise est vraiment gagnante à mettre en place ces sensibilisations, et à les faire aussi de façon régulière, parce qu'on sait qu'il y a du mouvement dans les entreprises. Donc les choses évoluent. C'est pas forcément toujours les mêmes personnes qui côtoient c'est pas toujours les mêmes collègues qui côtoient la personne sourde. Et puis aussi, les besoins des personnes sourdes peuvent évoluer avec le temps. Donc, ça peut arriver que sur certaines périodes, parce que c'est dans ce poste-là précis, en fait, il n'y a pas forcément un besoin d'accessibilité énorme, mais peut-être que sur un autre poste ou à un autre moment de la vie, les besoins vont évoluer. Donc, c'est important que ce soit du point de vue de la personne sourde ou des collègues ou du manager, voilà, de remettre les choses à plat de façon régulière, réévaluer les besoins pour que ça cible toujours au mieux à la situation. Ouais, totalement. On parlait d'évolution. Par exemple, on a l'exemple parfait ici avec Thomas, et même toi, Emmanuel, en termes d'évolution. Je crois que, Thomas, quand tu es arrivé, je ne sais pas quel était ton poste à Safran, et maintenant, je crois que, si je ne me trompe pas, tu es manager de combien de personnes? 6 ou 7, je crois, c'est ça? 8 personnes. Et 8 le premier personnes. poste, c'était juste un poste d'ingénieur pur. Oui, du coup, on voit que avoir accès à des solutions comme ça t'a permis vraiment aussi d'évoluer dans ton poste, et montrer en fait que, mis sur le même pied d'égalité, Mm. tu peux effectuer les tâches de la même manière, peut-être même mieux des fois qu'une autre personne, quoi. Tout à fait. Alors, nous pouvons le dire tout de suite, les services de relais téléphoniques proposés par une entreprise, parce que tout à l'heure, vous avez fait la solution. Il m'a été extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de faciliter les conversations téléphoniques en fournissant une assistance par le biais d'un opérateur relais codeur. Il répète les conversations de mes interlocuteurs avec le code LPC. Ainsi, ces services me permettent d'avoir une communication plus fluide et efficace, ce qui est crucial dans une entreprise dynamique comme ça. Personnellement, l'utilisation de services de relais téléphoniques a considérablement amélioré
ma capacité à communiquer aisément avec mes collègues, que ce soit pour le téléphone ou pour les réunions. Cela m'a permis de participer effectivement activement à des conversations et des échanges qui étaient auparavant difficiles à mener sans assistance. Grâce à ceci, comme vous le savez, j'ai pu bénéficier d'une promotion début 2021 pour devenir manager. Je considère que ces plateformes de rôle téléphonique comme des outils essentiels pour favoriser l'inclusion et l'accessibilité et permettre aux personnes ayant des besoins spécifiques en matière de communication de s'engager pleinement dans diverses sphères de la vie sociale et professionnelle. Oui, totalement. On voit l'évolution, hein. Je pense que toi, Tina, tu as pu être aussi témoin de plein de cas comme ça. Enfin, depuis 12 ans maintenant que tu es codeuse, j'imagine que tu as dû en voir beaucoup de cas comme Thomas. Et toi, Emmanuel, également, hein, ces solutions-là, ça t'a permis également d'évoluer. J'imagine que tu n'es pas la même développeuse que tu étais il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou autre. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que depuis la pandémie, la technologie a beaucoup évolué et a beaucoup façonné notre façon de travailler la production parce qu'avant, j'étais obligée de faire intervenir une codeuse ou un interprète de l'écrit en présentiel et du coup, ça demandait beaucoup d'organisation parce que des fois, on pouvait avoir des réunions de dernière minute annulées ou des réunions qui étaient reportées et du coup, ça demandait tout un logistique et c'était pas évident. Et c'est vrai, grâce à la pandémie, je dis grâce parce que oui, la pandémie, forcément, c'était un moment difficile pour tout le monde. Mais grâce à la pandémie, on a pu évoluer les technologies, faire intervenir les interprètes, les codeurs en distanciel et donc faire leur travail en distanciel. Et ça a considérablement évolué. Et on a pu faire beaucoup plus de prestations, beaucoup plus, ça soit plus facile à gérer en fait. Et c'est vrai, ça c'est vraiment quelque chose de très impressionnant parce qu'en plusieurs années, je vois l'évolution des technologies qui étaient possibles. Là, avec l'intelligence artificielle qui est en train de bousculer pas mal d'habitudes d'évolution. Là, on va avoir des nouvelles solutions qui vont émerger. Et ça, c'est vraiment excitant parce que c'est au service de l'accessibilité qui peut vraiment avoir un impact dans la vie quotidienne des personnes handicapées. On a perdu Emmanuel, je crois. Et j'ajouterais, oui, Tina m'a vu grandir depuis ces dernières années, mais elle ne pourra pas vous raconter les dates, les soumises officialité. Donc, c'est vraiment l'avantage et aussi ça rassure, je suppose, mes employeurs de dire que voilà, les personnes qui nous écoutent sont vraiment soumises aux confidentialités, ils n'ont pas le droit de répéter les informations confidentielles parce que vraiment, il y a des entreprises qui sont très sensibles à la sécurité et très à cheval sur la sécurité. Donc, c'est vraiment important qu'on respecte ça. Et c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer cette importance. Je crois qu'on a perdu Samy. Ouais, je pense aussi qu'on a perdu Samy. J'en profite juste pour répondre à une question qui est dans le chat sur la LFPC versus la LSF. Pour ceux qui connaissent pas forcément bien l'un ou l'autre ou les deux, c'est vraiment deux modes de communication qui sont différents, donc qui sont pas forcément utilisés par les mêmes personnes, mais ils peuvent aussi être complémentaires. Donc je pense que vous, enfin je sais pas quels sont vos usages de la LSF, Thomas et Emmanuel, mais je sais que souvent les personnes sourdes peuvent tout à fait utiliser les deux, pas forcément dans le même cadre. La LFPC est moins utilisée. On n'a pas de chiffres. Enfin, moi, à ma connaissance, on n'a pas de chiffres là-dessus parce que je pense que tout ce qui concerne les statistiques dans le milieu du handicap, c'est toujours un petit peu délicat. Donc, moi, en tout cas, je ne connais pas du tout ces statistiques. La LFPC est arrivée en France dans les années 70, donc c'est bien plus récent. On est moins médiatisé, c'est moins connu. Donc, il y a vraiment une proportion inférieure d'utilisateurs de la LFPC par rapport à la LSF.
LF. Mais encore une fois, les deux peuvent être tout à fait complémentaires et s'utiliser dans des contextes différents, quoi. Tout à fait. Personnellement, la langue dessinée, pas ma langue. Bien, je maîtrise les bases. Je fais vraiment du français signé pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes sourdes signantes. Mais vraiment, j'ai été élevée dans l'oral pur et la LPC, de la langue parlée complétée. Et pour mon quotidien, soit j'utilise la LPC, soit l'écrit et le sous-titrage. En fait, et dans mon travail, comme je suis développeuse, et je vois sans cesse défiler du code informatique, non pas du code LPC, hein, du code informatique, c'est important de préciser. Et donc, il est difficile pour moi d'avoir un œil sur le code informatique et le code LPC. Et surtout, et défile les deux en même temps. Et je ne peux pas dire à la codeuse de faire pause, attends, je regarde le code, et tandis que les personnes continuent à parler. Et donc, la transcription écrite me permet donc, de me rattraper ce que j'ai manqué parce que j'ai la possibilité de défiler, de voir l'historique, contrairement aux deux LPC. Donc, je ne peux pas leur dire faire pause. Donc, c'est vraiment deux usages qui me correspondent et vraiment, c'est en fonction de mes besoins. Quand je vais téléphoner, j'utilise la LPC. Quand j'ai des réunions très longues qui nécessitent du code informatique, j'utilise la transcription écrite. Et bien, j'ai le choix. Oui, effectivement. Je ne sais pas s'il a entendu. Et toi, Thomas, du coup, c'était la question d'Emmanuel. Je crois qu'on l'a perdu aussi. Tu peux répéter la question, je n'ai pas suivi. Emmanuel? Et toi, Thomas, quels sont tes besoins? Est-ce que tu utilises la LPC ou la transcription écrite ou les deux? Les deux, tout simplement. Il fut un temps où j'ai utilisé la LPC au travail parce que j'avais mais rejoint des difficultés financières parce qu'il nous a faire pour la mission handicap. Je suis passé à une autre solution technologique pour suivre les réunions. C'est la transcription écrite avec Teams. Oui, effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que nos solutions, elles sont complémentaires, hein. Elles peuvent être utilisées à différents types de cas, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour des réunions, pour des petits face-à-face, pour des petits échanges. Et il y a tout un tas d'outils, hein. Il y a la transcription. On t'entend pas bien, Selon le cas de Samy, la personne et ça coupe. selon voilà, le besoin. Ok, désolé, je vais essayer de repasser. Vous m'entendez mieux là ou pas? Là, on t'entend, ouais. On te voit On te voit figé, plus, mais on on t'entend. t'entend. Ok, j'ai un petit problème de réseau. Non, je disais que ça dépend vraiment des cas et de l'utilisation de la personne sourde. En fait, un peu globalement, il y a des cas où ça va être très très utile d'avoir une accessibilité en LFPC et des fois où ben, c'est un peu peut-être un peu moins utile. Euh, euh, mais du coup, globalement, l'idée c'est de laisser le choix à la personne sourde d'utiliser ce dont elle a besoin. Donc voilà. Ça, avec les problèmes de réseau, c'est la joie de Sinon, l'informatique. on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'en profite pour ajouter un petit mot pour les personnes qui côtoient des personnes LPCistes de façon régulière. N'hésitez pas à apprendre à coder parce que ça s'apprend très vite. C'est vraiment facile, c'est ludique et en fait, quand vous parlez à une personne sourde LPCiste, il suffit d'ajouter la main à côté du visage et ça permet de compléter la lecture labiale. Donc, c'est vraiment facile à faire, ça s'apprend vite. Donc, moi, j'incite toujours l'entourage aussi à plus ou moins proche d'ailleurs hein, à apprendre, c'est vraiment assez facile. Bonjour, désolé. Du coup, normalement, on devrait mieux m'entendre maintenant. Ça a l'air bon.
Effectivement, donc je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre. Je crois que Thomas, tu dois partir dans 1 minute si je ne me trompe pas. Donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci à tout le monde, merci à tous. N'hésitez pas en fait à nous contacter, que ce soit sur les réseaux ou à travers nos pages. Merci encore à Emmanuel, à Thomas et à Tina Merci, d'avoir pris merci le à vous. temps, d'avoir pris le temps Merci à vous, enfin, de merci à raconter la un peu. codeuse et aux interprètes. Exactement. Merci, ouais. Merci également à la transcriptrice Maëlle qui n'est pas présente visuellement, mais qui a permis de transcrire ce webinaire. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter hein, via les réseaux ou via notre page contact. On essaiera d'y répondre. Et voilà, si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement pour des dossiers AGFI ou des questions tout simplement avec notre expérience, hein, maintenant ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, donc on pourra vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir.